Salut à toi qui me regarde aujourd'hui. Je ne cesserai de me répéter. Le chemin vers la liberté financière est un chemin assez long qui nécessite beaucoup de patience et surtout tu vas faire beaucoup d'erreurs, mais le plus important c'est d'apprendre de tes erreurs. Alors si tu veux être riche du jour au lendemain, soit tu vas jouer au loto, ou alors tu peux faire dans la spéculation. Tu peux investir dans l'immobilier en spéculant, où tu vas gagner très vite. Par exemple, tu te lances dans la stratégie où tu achètes des biens qui nécessitent une rénovation à des bons prix. Tu rénoves toi-même et puis tu mets immédiatement sur le marché pour la revente en espérant que la valeur du bien va augmenter à court terme. Ce qui n'est pas évident dans les grandes, ce qui n'est pas évident dans toutes les villes. C'est possible dans certaines grandes métropoles. Et là se pose également le problème de l'obtention, de l'achat des biens dans les grandes métropoles avec le prix qui est exorbitant et aussi la concurrence est élevée. Tout le monde veut acheter les biens immobiliers dans les grandes métropoles, ce qui rend la concurrence assez rude. Donc, en gros, il est extrêmement difficile de devenir riche du jour au lendemain. C'est pour ça que je dis, c'est un chemin très long. Pour moi, l'homme commence à partir de 5 ans en montant. Voilà, dans cette chaîne, il est question de deux thèmes principaux. L'intelligence financière et l'investissement immobilier. Alors, si ces deux thèmes t'intéressent, si tu aimerais en savoir plus, tu n'as que deux choses à faire. Tu t'abonnes à ma chaîne et tu cliques sur la cloche de notification. Là, tu seras informé lorsque les nouvelles vidéos seront en ligne. Et surtout, c'est aussi important pour moi les commentaires. Parce qu'à partir de vos commentaires, à partir de tes commentaires, j'essaie d'ajuster mes contenus. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder la liberté financière. Mais cette fois-ci, les règles fondamentales vers la liberté financière. Alors, règle numéro 1. Première règle. Tu dois maîtriser ta situation financière actuelle. Dans les anciennes vidéos, nous avons vu que la liberté financière est un peu comme une pyramide qui a 3 étapes. Où nous avons dit la première étape était l'étape de la protection financière, la deuxième étape était l'étape de la sécurité financière et la troisième étape était l'étape de la liberté financière proprement dite. Alors, si tu ne sais pas dans quelle étape tu es, alors tu ne pourras pas être riche. Parce que c'est en sachant l'étape dans laquelle tu te retrouves que tu peux savoir comment ajuster. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit la première règle, tu dois maîtriser ta situation financière actuelle. Deuxième règle, la planification de ton temps. Il sera judicieux pour toi de lancer un coup d'œil sur les principes de Pareto. Il a fait un travail énorme dans ce sens en ce qui concerne le time management, le management du temps. Alors, là, Pareto a travaillé là-dessus. Lance un coup d'œil, tu seras plus informé. Ne perds pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps à faire des choses pas rentables. C'est-à-dire que si je prends un exemple simple, si tu es un investisseur, tu as des entreprises, tu n'as pas assez de temps. Alors tu as un long voyage à faire de 8 heures de temps. Au lieu de prendre ce temps peut-être pour t'occuper des problèmes stratégiques de tes entreprises, tu vas t'asseoir sur un volant et conduire. Tu délègues cette tâche à quelqu'un d'autre, tu le payes, il te conduit. Pendant ce temps, tu peux faire quelque chose. Ou alors tu es peut-être sur le point de publier un document, un livre, pendant ce temps, au lieu de t'asseoir 8 heures de temps pour conduire, tu peux déléguer cette tâche à quelqu'un et pendant ce temps, 8 heures, tu peux rédiger ton rapport ou le livre que tu veux publier. Très important. Si par exemple, tu as les travaux ménagers à faire à la maison et tout, voilà, tu peux déléguer cette tâche à quelqu'un puisque si toi, tu te mets à faire ces travaux ménagers, en fait, tu te sous-emploies parce qu'en principe, tu dois te concentrer, tu dois prendre ton temps, tu dois concentrer ton temps dans des choses stratégiques en tant qu'un investisseur.
Donc, les petites tâches qui ne coûtent pas, dont la main d'œuvre n'est pas élevée, il serait mieux, ça va fastidieux pour toi de déléguer. Un exemple, tu as un bien que tu veux rénover par exemple, tu ne peux pas tout faire. Je veux dire, le temps que tu prends pour aller rénover toi-même, tu peux prendre ce temps par exemple pour aller encore chercher à acquérir un autre bien, ou bien tu peux peut-être t'occuper des finances. Ça, ce sont des thèmes stratégiques pour tes investissements. Ça, tu dois t'occuper. Personne ne doit le faire à ta place. Les financements, la négociation avec les vendeurs, la négociation avec les experts financiers, la négociation avec les banques, ça, tu dois le faire toi-même. Donc, du coup, les petites tâches, tu délègues. Alors, troisième règle, ta balance de compte. Tu dois veiller sur la balance de tes comptes. Qu'est-ce que j'entends par balance des comptes? Ce n'est rien d'autre que la différence entre tes entrées et tes sorties. Pour quelqu'un qui a un salaire, son salaire et ses dépenses. Alors, tu dois tout faire pour que cette différence soit toujours grandissante. C'est-à-dire que tes entrées doivent constamment augmenter et tes dépenses doivent soit rester constantes, soit diminuer. Il faudrait que l'écart entre tes entrées et tes sorties soit toujours grandissant. Il est très important de veiller. Lorsque tu constates que les dépenses sont en train les dépenses sont en train d'augmenter, il faut tout faire pour réduire les dépenses. Parce que si tes dépenses augmentent davantage, et tes revenus, tes entrées n'augmentent pas, à un moment donné, tu vas atteindre un niveau où tu ne pourras même plus gérer toutes tes factures. Il est très important de veiller sur ta balance de compte. La quatrième règle, tes réserves. Il est extrêmement important, lorsque tu as déjà, par exemple, soit une entreprise ou alors tu as un boulot quelque part, il est important d'avoir des réserves. C'est-à-dire que si tu as par exemple 2500 € le mois de salaire, et tu peux t'arranger peut-être à mettre 10, 15 ou 20% de côté tous les mois comme réserve pour prévoir les moments difficiles. Il peut arriver par exemple que tu perdes ton boulot et ce sont tes réserves qui vont d'abord te permettre de tenir jusqu'à ce que tu sois capable de travailler de nouveau. Il est extrêmement important d'avoir des réserves, d'épargner pour ces réserves. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut absolument le faire. C'est très important parce que tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. Tu peux te lever demain matin, tu démarres ton véhicule, en plein chemin, tu as un accident et puis tu dois rester 6 mois ou 8 mois ou 1 an sans pouvoir travailler. Pendant ce temps, le bailleur ne va pas te demander, ne va pas voir tes blessures et dire que bon voilà, il est blessé, il ne doit pas payer le loyer. Tes factures continuent à passer et tu dois pouvoir les gérer, ces factures. Cinquième règle, prends la peine d'analyser tes dépenses. C'est-à-dire que tout ce que tu dépenses, tu dois écrire quelque part. Pour quelqu'un qui ne maîtrise pas encore ses dépenses, c'est très simple. De janvier à juin, tu as des dépenses que tu effectues. Pour que ce soit facile à calculer, tu prends une durée par exemple de 6 mois, de janvier à juin. Tout ce que tu dépenses, tu écris pendant 6 mois. Il y aura des mois où tu vas dépenser plus, des mois où tu vas dépenser moins. Pendant 6 mois, c'est suffisant pour faire une moyenne. Quand tu fais la moyenne, c'est-à-dire que la somme de toutes tes dépenses pendant les 6 mois, tu divises par 6, tu as les dépenses mensuelles. Et quand tu as ces dépenses mensuelles, maintenant, tu sauras que bon, voilà, c'est le montant dont tu as besoin pour vivre tous les mois. Et en fonction de ça, tu peux donc savoir combien tu peux épargner. Et tu peux même projeter ce calcul sur 5 ans et dire que, ok, si j'ai 2500 € et que mes dépenses c'est 2000 € par mois, ça me fait 500 € que je peux épargner chaque mois. Les 500 €, quand je projette ça sur 6 mois, les 500 €, je peux mettre ça de côté et je peux même projeter ça sur 5 ans. C'est 500 € par mois. C'est très important d'analyser ces dépenses. Sixième règle. Tu dois te définir des objectifs assez clairs et réalistes. Ne t'assois pas et dis demain je serai riche. Tu n'as rien entrepris, tu n'as rien prévu, tu n'as même pas épargné et puis tu te fixes un objectif que tu ne peux jamais atteindre. Donc il faut te fixer des objectifs clairs. Par exemple, j'aimerais atteindre mon 1 000 000 € dans 10 ans. Par exemple, voilà un objectif qui est clair et c'est réaliste. Il ne suffit pas seulement de te fixer cet objectif, il faut aussi démarrer et mettre la machine en marche qui te permettra de réaliser ce rêve ou alors d'atteindre cet objectif. La septième règle, c'est de fixer un horizon pour tes objectifs.
Comme je dis tout à l'heure, dans 10 ans. Dans 10 ans, tu es en train de mettre le cap, tu es en train de te fixer un horizon. Tu dis, nous sommes en 2022, en 2032, j'aimerais atteindre mon premier million d'euros. Ça, c'est un objectif que tu as fixé avec un horizon de temps assez clair, assez fixé. Et c'est important parce que si tu n'as pas un horizon, tu n'auras pas aussi de motivation. Et ça ne sert à rien aussi de dire que je vais être riche peut-être dans 50 ans. Tu ne sais pas si dans 50 ans tu seras en vie. Donc c'est pour ça qu'il est important, lorsque tu as fixé des objectifs assez clairs, assez réalistes, tu te fixes un horizon. Ça va aussi te motiver à atteindre ton objectif. Et la huitième règle, ce sont des sous-objectifs. Si tu as fixé des objectifs, tu dois te poser la question, je fais comment pour atteindre ces objectifs? Et dans la réponse du comment atteindre ces objectifs, tu es déjà en train de te fixer des sous-objectifs. Il n'y a pas d'objectif sans sous-objectif. Tu as fixé des objectifs réalistes, clairs, tu t'es fixé un horizon de temps et par la suite, tu te fixes des sous-objectifs qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. La neuvième règle, tu dois te fixer des budgets en différentes catégories. C'est-à-dire que pour tes différentes catégories, par exemple, tu sais que pour ta formation, tu as besoin de tel budget. Ça doit être un budget bien défini et clair. Pour ton épargne, tu dois avoir tel budget. Ça doit être bien défini et clair. Pour tes coûts fixes du mois, ça doit être défini quelque part, bien défini. Tu fixes un budget. Pour tes coûts qui sont variables, donc ça peut varier avec le temps. Ce mois, peut-être, tu peux dépenser pour telle chose. Un autre mois, ces dépenses ne reviennent pas. Tout ça, tu dois pouvoir mettre ça définir un budget. Là, ça te permet de mettre de l'ordre dans tes finances. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas te voir en train de dépenser de manière désordonnée. Et à la fin, si on vient te poser une question de manière brusque, tu dépenses combien par mois? Tu ne seras pas capable de répondre à cette question. Très important. La 10e règle, tu dois te former, tu dois acquérir des connaissances en finance. Moi, je ne comprends pas comment nos formations à l'école, comment à l'école on a pu nous former sans toutefois insérer la formation financière. Parce que je ne sais pas ce qu'un individu peut faire s'il ne maîtrise pas ses finances, s'il n'a aucune connaissance en finance. C'est très très important. Tu dois tout faire, même si tu n'as pas une formation financière à l'école, tu dois tout faire à travers les formations supplémentaires pour te former en finance. Parce que tu dois maîtriser tes finances. Et tu ne peux pas maîtriser tes finances si tu n'as aucune connaissance en finance. 11e règle. Tu veux te lancer dans l'investissement, tu veux être riche, tu vas atteindre une liberté financière. Pour atteindre une liberté financière, tu seras obligé, ou alors, tu seras obligé de passer par les banques parce qu'il y a des gros investissements que tu ne peux pas payer cash. Tu as besoin des banques. Et étant donné que si tu as une banque où tu as l'habitude une banque où tu as un compte ouvert, il est difficile d'avoir par exemple des offres assez attractives. Donc du coup, il est important, ou alors je conseille à ce niveau de travailler avec des sous-traitants financiers. Parce que les sous-traitants financiers ont des contacts avec plusieurs banques. Par exemple, si tu vas acheter un bien immobilier, si tu vas directement dans ta banque habituelle, ils vont te faire une offre qui n'est pas nécessairement la plus bonne offre. Donc, en travaillant avec les sous-traitants financiers, ils sont en contact avec plusieurs banques. Tu as plusieurs possibilités. Tu as l'embarras du choix et tu peux choisir donc la banque qui passe mieux et à partir de là tu peux avoir aussi des conditions assez abordables, n'est-ce pas? C'est pour ça que je conseille toujours travailler avec des sous-traitants financiers. Beaucoup de personnes voient ces sous-traitants financiers comme des malhonnêtes. Ce n'est pas le cas. Aller voir un sous-traitant ne veut pas dire nécessairement qu'il ne t'impose rien. Il te donne juste plusieurs possibilités. Maintenant, c'est à toi de t'asseoir. Il est souvent bien d'écouter plusieurs bouches au lieu d'écouter une seule bouche. Là, tu peux t'asseoir, observer, analyser toi-même et puis à la fin faire un choix. Donc, c'est pour ça que je conseille vivement les sous-traitants financiers. C'est clair qu'il y a beaucoup de sous-traitants qui ne sont pas sérieux, mais dans chaque domaine, il y a des bons et des mauvais. Voilà. 12e règle, lorsque tu as fait des épargnes et tout, lorsque tu constates que l'épargne a déjà atteint un certain montant, je te conseille d'investir cette épargne parce que laisser aussi l'argent à la banque pendant longtemps, avec l'inflation, nous sommes à 8%, l'inflation
va absorber tout ton argent en banque. Donc, je déconseille. Donc, lorsque ça atteint un certain montant, investis. Avec cet investissement qui te produit des revenus, il te produit des profits. Avec ces profits, donc, tu peux financer d'autres choses. Donc, et quand tu veux investir, il faut penser aussi à long terme. Parce que si tu veux penser à court terme, tu seras obligé de spéculer ou bien de beaucoup risquer. Si tu es quelqu'un qui aime faire des choses avec un peu plus de sécurité, tu dois investir à long terme. Et quand je dis long terme, c'est à partir de 5 ans en montant. Voilà. La 13e règle, il faut faire extrêmement attention à ton entourage. Pour quelqu'un qui va être riche, c'est pour ça que vous allez remarquer, les personnes riches n'ont pas d'amis, si vous observez bien. Si tu veux être riche, tu dois faire attention à ton entourage parce que tu es la moyenne des 5 personnes qui gravitent autour de toi. C'est-à-dire que si tu marches avec des fous, tu finiras par être fou. Si tu marches avec des personnes réfléchies, tu seras à la fin une personne réfléchie. Si tu marches avec des riches, tu vas finir par être riche. Parce que tu ne copies que les habitudes des personnes riches. Donc du coup, les personnes ils sont toujours en train de parler d'investissement, ils sont toujours au téléphone, ils sont toujours en train de régler des problèmes. Du coup, tu maries cette habitude et finalement tu te vois en train de faire ça. Donc du coup, il faut savoir que tu es la moyenne de 5 personnes qui gravitent autour de toi. Voilà. Donc, fais attention à ton entourage. Tous ceux qui voient toujours tes idées de manière négative, tu as une idée, dis ah tu ne peux pas faire ça. Tu as une idée, ah tu ne vas jamais arriver. Telle affaire, ça n'a pas marché. Si tu vas dans cette optique et si tu rencontres si tu as déjà des personnes autour de toi, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi de ces personnes, pardon. Éloigne-toi d'elles. Elles vont juste te freiner, ces personnes, n'est-ce pas? Ou alors, tu as une idée, elles trouvent ça toujours mauvaise. Elles sont toujours en train de te tirer vers le bas. Tu dois juste les éviter si tu veux avancer, si tu veux être riche. 14e règle, investis dans ce que tu maîtrises. Ne te lance pas dans un investissement comme c'était une aventure ou bien pour faire plaisir à quelqu'un ou bien parce que telle affaire je fais aussi. Non. Investis dans ce que tu maîtrises. Si un domaine te plaît et que tu ne t'y connais pas, forme-toi. Si tu veux te lancer dans les ventes en ligne et que tu ne t'y connais pas, va te faire former. Si tu veux te lancer dans la crypto-monnaie, tu ne maîtrises pas le domaine, va te faire former. Si tu veux te lancer dans l'immobilier, tu ne maîtrises pas, va te faire former. Il y a des experts pour ça. Va te faire former. N'est-ce pas? Et la 15e règle, investis dans ta formation et dans ta santé. J'ai causé dernièrement avec un expert financier, il me disait, si tu veux être riche, tu dois lire au minimum 60 livres par an. J'ai mis les mains sur la tête. Ça veut dire 5 livres par mois. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que 60 livres, si je dis juste que 60 livres et que j'achète le livre à 20 €, je suis à 1200 € d'investissement rien que pour les livres l'année. Donc, je dois voter un budget pour ça parce que ce n'est que dans la documentation. Tout le savoir est caché dans la documentation. Donc, tu dois investir dans ta formation. Si tu veux investir dans un domaine, tu ne t'y connais pas, paye, tu te fais former et puis tu seras un expert. C'est comme ça. Voilà. Et surtout dans ta santé. Ça ne sert à rien d'investir pour 10 ans et puis après 3 ans, tu tombes malade ou alors tu as un accident ou alors... Bref, tu n'es pas en bonne santé. Même les investissements, tu n'arrives pas à jouir de ces investissements parce que après 2 ans peut-être, tu décèdes ou alors à cause peut-être d'une malnutrition et tout. Donc, ce qui fait que ta santé doit avoir une priorité. Investis dans ta santé. Voilà. La dernière règle, c'est la 16e règle. Dans ton investissement, quel que soit l'investissement que tu fais, pense aux impôts. Pense aux impôts. Moi, je veux parler de ce que je maîtrise. L'immobilier, par exemple, dans l'immobilier, tu peux épargner énormément. Il y a tellement d'avantages fiscaux que tu ne peux même pas t'imaginer. Et tous ces avantages, j'ai intitulé un chapitre dans ma formation. Il y a un chapitre intitulé sur les impôts ou alors le domaine fiscal lié à l'investissement immobilier. Tu peux faire beaucoup de profits en épargnant des impôts. Je prends un exemple simple. Lorsque tu fais un investissement pour rénover un bien, si tu as respecté certaines règles, tu peux te voir en train de récupérer presque la moitié de ce que tu as investi pour rénover le bien. Pourtant, même la rénovation, tu n'as pas sorti l'argent de tes poches, tu as fait financer par la banque.
Donc, comme pour dire, pense dans tout investissement que tu veux mettre sur pied, il faut penser aux impôts. C'est très important. Désolé, la vidéo était un peu longue. J'espère que vous avez appris quelque chose. Comme j'ai dit au début, le chemin vers la liberté financière, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup travailler. Tu vas faire beaucoup d'erreurs, mais le plus important, c'est d'apprendre de tes erreurs. J'espère que la vidéo t'a plu. Et comme j'ai dit au début, n'oublie pas d'abonner ma chaîne. Et vraiment, si tu as quelque chose à dire, tu peux mentionner dans les commentaires. Ça va m'aider pour essayer d'ajuster mes contenus. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. C'était Fabrice Imogénie.